manager ديالو خلينا lors de sa conférence, on essaie d'éviter d'applaudir parce qu'il n'apprécie pas beaucoup l'idée. Ou aussi essayons de mettre nos portables en silencieux, comme ça la conférence se déroulera bien. Ou espérons que tout va bien se passer. Merci pour votre compréhension. Si tu veux prendre des photos, évitez de mettre le flash, reste à l'écran. Merci beaucoup. وصيتهم قبيله وصيتهم قبيله باش الناس ما يكتبوش عليه بزاف. سعيد كامل والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حضورنا الكريم الأستاذ طارق رمضان، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وبعد فإن خير ما نبدأ به كلام الله تعالى. يتقدم طالب السنة الأولى القارئ محمد هلال لتلاوة آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le vice-président de l'Université de l'Ismaël, Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure d'art et métiers, chers corps administratifs et enseignants, on a l'immense plaisir de vous souhaiter, au nom des élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure d'art et métiers, la bienvenue à cette conférence. Avant d'entamer, je cède la parole à Monsieur le vice-président, Monsieur Richoubik Mustafa. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vais vous présenter donc le mot de Monsieur le Président qui s'excuse pour ne pas pouvoir assister à cette conférence. Monsieur le Directeur, Messieurs les doyens, mes chers collègues, enseignants et co-administratifs, mes chers étudiantes et étudiants, honorables assistants. Permettez-moi tout d'abord, au nom de tout le personnel de l'université, de souhaiter au professeur Tarek Ramadan la bienvenue parmi nous. Je tiens à le remercier du fond du cœur pour sa disponibilité et pour le temps consacré pour venir au sein de notre université débattre des idées et des mouvements qui secouent actuellement une grande partie du monde arabe. Sa présence parmi nous n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de la volonté et de la stratégie de notre université de s'ouvrir et d'accompagner la dynamique d'évolution de notre région et de notre pays. Cette volonté est retrouvée aujourd'hui aussi bien au niveau des responsables, au niveau de nos étudiants. L'initiative d'inviter le professeur Tarek Ramadan est née chez nos étudiants de l'ENSAM, appuyant cela par leur école prestigieuse l'ENSAM, ainsi que par la présidence de l'université Moulay Ismaïl et tout son staff administratif. Il est tout à fait clair que l'UMI est au cœur de sa cité et de sa société. Une université épanouie et sûre de son passé et de son devenir ne peut en aucun cas rester éloignée des problèmes, des débats, des idées que connaît une société dynamique dans son évolution comme la société marocaine. Le professeur Tarek Ramadan, présent parmi nous aujourd'hui pour une conférence intitulée Printemps arabe entre aspect politique et reflet social, n'est pas un inconnu.
Il nous a habitués, là où il passe, à une connaissance approfondie de ces sujets, à des prises de position courageuses. Je suis convaincu que cet après-midi sera un moment historique pour notre université et pour notre cité. Je regrette tout simplement de ne pas pouvoir être parmi nous. Bon après-midi à tous. Ahmed Ibrahim, président de l'université Moulay Ismaïl. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne vous apprends rien de la situation du monde arabe qui aujourd'hui est en pleine transition vers un avenir qui nous espérons tout meilleur. En effet, des contestations populaires, violentes ou non, tout appelant à la démocratie, ont amené à ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe. Entre aspect politique et reflet social, plusieurs questions se posent. Pour y répondre, l'École nationale supérieure d'art et métiers a l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur et le professeur Tarek Ramadan. Je profite donc de cette occasion, M. Tarek Ramadan, de vous remercier au nom de tous les invités présents ici pour nous allouer de temps à cette conférence. Sans retarder, j'adresse la parole à M. Filali, qui est notre modérateur, qu'on remercie aussi, et notre chroniqueur pour aujourd'hui. Donc j'adresse la parole à M. Anas Filali et bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la capitale ismaélienne de nous accueillir ici. Une capitale, il y a, disons, quelques centaines d'années, était le point de départ d'une civilisation extraordinaire qui a marqué non pas seulement l'Occident, mais aussi l'Orient et le monde entier. Aujourd'hui, sommes-nous devant une renaissance de cet esprit de la société arabo-musulmane, ou société musulmane, tout court. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous l'éminent professeur Tarek Ramadan, qui ne le connaît pas. Professeur d'études islamiques à l'université d'Oxford, professeur invité au Qatar et senior recherche fellow à l'université d'Oshisha à Kyoto, au Japon. Professeur Tarek Ramadan est connu par notre jeunesse, aussi par toute la société arabo-musulmane, occidentale, pour être l'un des plus grands penseurs de notre époque. Peut-être une renaissance aussi de la pensée islamique qui a fait régner la paix et le développement équitable dans un monde pendant une période, disons, de la vie de l'humanité. Sans trop tarder, alors, on va faire, Inch'Allah, une heure de conférence du professeur Tarek Ramadan. À la fin, quelques petites questions, parce qu'on devrait terminer, disons, vers 17h30, 17h45. Et si vous permettez, bien sûr, de noter vos questions pour optimiser au maximum la présence du professeur avec nous. Cher professeur, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, vous avez vu, certains ont appelé cela un printemps arabe. Est-ce que c'est vraiment un printemps arabe? السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vais essayer de répondre à votre question. Avant cela, j'aimerais infiniment remercier l'université ici, Moulay Ismaïl, de cet accueil. Remercier également, je crois que ça se dit, vous avez un long Essiam, c'est ça? Ensam. J'ai mal au pied. Donc, remercier d'abord de cet engagement à cette invitation. Ça fait depuis longtemps qu'il y avait une demande ici à Meknès. C'est la première fois que je viens faire une intervention ici. Et j'aimerais remercier les étudiants, remercier le président qui n'est pas là, le vice-président, mais en même temps l'ensemble de l'administration et de ceux qui représentent l'université.
Merci de cela et merci en même temps de nous donner l'occasion de parler d'un sujet dont on peut regarder la réalité de façon un peu éloignée en se disant ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Afrique du Nord, c'est général, on parle d'un printemps arabe et puis finalement de nous déresponsabiliser individuellement par rapport à ce qui se passe. Et ce que j'aimerais dans la conférence d'aujourd'hui, c'est de faire le contraire. C'est de comprendre l'enjeu régional, de revenir aux perspectives nationales et de terminer en même temps sur la responsabilité personnelle. Parce qu'il s'agit pour chacune et chacun d'entre nous de regarder les choses de façon directe. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Donc j'y reviendrai. Et j'en profite également puisque j'ai appris qu'au-delà de cette seule salle où vous êtes très très nombreux, il y en a d'autres qui nous voient par l'écran interposé. Ben, j'aimerais les saluer très chaleureusement également et de là où nous sommes, les remercier de leur présence. Alhamdulillah. Alors, je vais essayer, je le dis toujours et je le répète, donc il faut que vous essayiez aussi de tenir le temps avec moi, parce que si je me laisse aller, ça peut durer le double du temps en fait. C'est ce qui est arrivé hier à Tanger, donc tenez-moi informé du temps, parce que après je m'oublie un peu et ça peut durer très longtemps. Simplement une petite remarque, ça fait plaisir, pour ce qui me concerne, on vient dans le cadre académique, et souvent dans le cadre académique, dans une université, pour montrer qu'on est véritablement dans un cadre académique où on réfléchit, eh bien, il y a des choses qu'on ne fait pas forcément particulièrement, commencer par le Coran, on va voir cette référence, comme pour montrer que pour être rationnel, il ne faut pas forcément commencer par le Coran. Or, moi, je n'ai pas de problème quand on ne commence pas par le Coran, mais je suis très content quand on commence par le Coran. Parce que c'est deux dimensions qui sont différentes. C'est la bénédiction du spirituel par le lien avec Allah, avec l'unique, qui ne nous empêche pas de penser avec la tête, mais qui bénit la pensée quand elle est avec la tête et n'oublie pas le sens du cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'est pas dans le moins académique, on est dans le plus protégé spirituellement. Et que commencer par cela, c'est toujours bien et habituer toujours à faire toujours ceci. Vous n'êtes pas obligé, quand vous rendez une copie, de marquer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim pour montrer à votre professeur, ne vous oubliez pas, mais vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais c'est toujours bien de le penser et de le sentir, et d'en avoir l'intention. Se forcer à l'écrire peut donner l'impression qu'on a un complexe. Le vivre de l'intérieur, c'est montrer qu'on ne perd pas le sens des choses. Moi, quand on commence avec une si belle voix, une réunion dans une université, eh bien, j'en salue les étudiants et les administrateurs. C'est de nous permettre de penser sagement sans oublier la spiritualité, le cœur, et à toutes les universités du monde en Occident qui nous feront penser que pour penser rationnellement, il faut penser moins spirituellement. Nous leur dirons que s'il y a une chose que le monde musulman a apporté, c'est qu'en n'oubliant jamais la spiritualité, ils ont été à la tête de la pensée scientifique, philosophique pendant des siècles. C'est peut-être même plutôt le contraire, c'est quand ils ont cessé de penser spirituellement qu'ils ont censé d'être à la pointe rationnellement. Et donc, j'en suis content je suis content de cela. Et je suis content aussi d'avoir entendu une chose dans l'introduction qui est importante, c'est l'université au cœur de la cité. C'est-à-dire que s'il faut en même temps que l'université ne perde pas le sens des choses, même dans le transcendant et dans le rapport au divin, le rapport à Dieu, il est aussi très important que l'université ne perde pas le sens de l'horizontalité. L'université, ce n'est pas le lieu où une élite se forme loin du monde, c'est une élite qui se forme pour servir le monde. Et qu'il faut absolument que l'université soit vraiment au cœur de la cité. Donc elle n'oublie ni la verticalité avec Dieu, ni le service horizontal parmi les hommes. C'est ça, une université. Une université, c'est un lieu où l'on pense le mieux possible pour servir l'unique, et on le pense le plus utile possible pour servir les hommes. Et que si ça n'est pas cela, si vous pensez que vous êtes des étudiants ou des professeurs qui éduquez une élite ou qui êtes éduqués comme une élite et que le but, finalement, au bout du compte, c'est d'avoir un papier, une licence, un doctorat ou une maîtrise, et qu'il suffit de cela pour faire de vous un homme,
Non, ça suffit pour faire de vous un diplômé. Mais il y a des diplômés qui ont oublié d'être des êtres humains. Et le meilleur d'entre nous, a dit le prophète, c'est celui qui est le plus utile à l'humanité et aux hommes. Et donc, ce que je comprends de ce sujet, c'est effectivement de nous placer au cœur d'un moment historique vis-à-vis duquel il faut que nous nous arrêtions, que nous réfléchissions, que nous posions la question de savoir quelles sont nos priorités et qu'à partir de cela, nous essayions de savoir, à partir de la compréhension générale, quelles peuvent être nos responsabilités individuelles et collectives, là où nous vivons, et de la façon dont nous nous y engageons. En termes d'introduction, j'aimerais simplement mettre en évidence 3 points que je traite dans le livre. Le dernier livre que j'ai écrit traite directement de ce sujet. Il s'appelle L'Islam et le soulèvement arabe, et le réveil arabe, pardon. Pour 2 raisons, et je ne vais pas retraiter ici aujourd'hui, avec le temps qui m'est imparti, ce n'est pas d'ailleurs le sujet spécifique, je ne vais pas traiter de la première partie de l'ouvrage, qui est simplement une mise en perspective de ce qui s'est passé dans la région du Moyen-Orient et dans la région de l'Afrique du Nord. En mettant simplement en évidence qu'il faut vraiment que nous soyons très prudents sur la façon dont nous nommons les choses et sur la façon dont nous les comprenons historiquement. En d'autres termes, cette idée qui nous a été présentée, que tout est apparu de façon instantanée et non conçue, pensée, est une idée qui ne correspond pas à l'analyse des faits. Qu'il y avait des choses que l'on savait avant, qu'il y avait des choses qui étaient connues, et on savait surtout une chose, c'est que et la Tunisie et l'Égypte avaient les ingrédients de l'explosion sociale, sur 2 paramètres. Le premier est le paramètre économique, paupérisation, chômage, marginalisation de la jeunesse, avec un taux de chômage incroyable, des jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi, et avec toujours un régime dictatorial vieillissant, et qui avait de la peine à penser sa transition, et qui, de ce point de vue-là, dans la conjoncture entre une situation économique extrêmement difficile pour le peuple, avec, pendant la dernière année et demie, une augmentation du prix du pain, par exemple, et de la nourriture, a fait qu'on était dans une situation tout à fait explosive et qu'il n'y avait pas de liberté. La conjonction entre l'étouffement politique et l'étranglement économique, eh bien, a été un des éléments qui a aussi permis à ce que ceux qui étaient des blogueurs, ceux qui travaillaient sur Internet, puissent aussi mobiliser cette énergie d'opposition et d'en faire quelque chose qui était le soulèvement. C'est la même chose en Égypte d'ailleurs. Les 2 pays avaient de ce point de vue-là les mêmes ingrédients politiques et économiques en termes de difficultés. Très tôt dans l'analyse de cette situation-là, je n'ai pas accepté d'utiliser le terme de révolution. Parce que la révolution a un sens, parce que la révolution, en termes de sociologie et en termes de sciences politiques, ça veut dire quelque chose. Il m'apparaissait très vite d'ailleurs que nous avions affaire à des soulèvements dont on ne savait pas encore s'ils allaient devenir des révolutions achevées ou non. Et qu'aujourd'hui, 1 année et demie après, la prudence de mon analyse est plutôt de mise, puisque vous voyez qu'à l'exception de la Tunisie qui a évolué vers une transition politique, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, la Libye, jusqu'au Bahreïn, aucun de ces pays-là n'a achevé sa transition démocratique qui pourrait dire que nous vivions véritablement une révolution. Bien sûr, des choses ont changé, des choses sont irréversibles, mais on ne peut pas dire que nous ayons aujourd'hui passé à autre chose. Et il y a eu 2 pays qui ont eu des approches préventives de réformes par le haut et non pas par le bas. Ce sont, vous le savez, la Jordanie et votre propre pays, le Maroc, qui a fait des réformes par le haut pour permettre une ouverture. Et aujourd'hui, il est évident que sans ce qui s'est passé dans la région en termes d'ouverture démocratique, de transformation et de mobilisation populaire, eh bien, vous n'auriez pas vu la Jordanie évoluer et vous n'auriez sans doute pas vu de la même façon les étapes qui aujourd'hui sont en train de se réaliser jusqu'au Maroc. Est-ce que ça veut dire que nous sommes dans un processus de démocratisation absolue, générale et transparent? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Nous en sommes très loin. Nous sommes aujourd'hui au balbutiement du processus. Et là,
Quand on est dans un balbutiement, ça veut dire qu'on est à un tournant potentiel de l'histoire. Ça exigera de nous, et voilà la première responsabilité, qu'en termes de citoyens, qu'en termes d'individus, femmes, hommes, marocains, ou algériens, ou libyens, ou syriens, ou égyptiens, ou tunisiens, nous comprenions nos responsabilités. Ce n'est pas le moment, quand l'histoire balbutie, ce n'est pas le moment d'en être les spectateurs. Il faut en être les acteurs. Et la première des actions de celui ou de celle qui s'inscrit dans l'histoire, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Essayer de comprendre quels sont les enjeux. Si on n'est pas à même de comprendre tout ce qui se passe, au moins de comprendre quelles sont les priorités du changement aujourd'hui. Et j'en dirai quelque chose, c'est le sujet de notre conférence. Donc, j'ai décidé très très tôt de ne pas utiliser le terme de révolution et de ne pas utiliser le terme de printemps arabe. Parce que ça fait référence à ce qui s'est passé en Europe de l'Est. Vous savez qu'on a parlé du printemps pour des pays de l'Europe de l'Est, et d'être très très prudent sur cette terminologie, en disant une chose également en termes d'analyse, c'est que si vous regardez toute la région, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui s'est élaboré dans toute la région. C'est une évidence que du point de vue populaire, du point de vue de l'énergie populaire, la mobilisation de la Tunisie a entraîné la mobilisation égyptienne, et que celle-ci a entraîné la mobilisation au Yémen, comme elle a entraîné une mobilisation à laquelle ni les États-Unis d'ailleurs, ni les Européens ne s'attendaient. Raison pour laquelle j'ai toujours mis en évidence, les États-Unis savaient avant les soulèvements que des soulèvements étaient en voie de réalisation. Mais il y en a qui n'ont pas prévu, raison pour laquelle on peut savoir, on peut tenter de contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler. Et il y a un pays sur lequel, au tout départ, au tout début du processus, il y avait, du point de vue des Américains, la volonté de voir une réforme de l'intérieur, c'était la Syrie. Et c'est dans l'espace de 8 mois qu'ils se sont rendus compte que le courage du peuple était plus fort que la dictature du dictateur. Et donc de ce point de vue-là, on a des moments historiques où vous ne pouvez pas tout contrôler. Quand les peuples se réveillent, c'est difficile de les tenir en laisse et de penser que tout peut être de ce point de vue-là décidé ou contrôlé. Donc là aussi, pour ceux qui ont vu 1 ou 2 minutes d'exposé sur YouTube, ou qui ont vu une conférence partiellement traduite sur Internet, faites attention, ce n'est qu'une partie de la réflexion. Le livre est un tout petit peu plus profond que cela. Parce que je ferais mieux d'arrêter d'écrire des livres si on pouvait les résumer en 3 minutes de YouTube. Donc c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Ayant dit cela maintenant, donc j'utilise le terme de réveil, j'utilise le terme de réveil. Et pourquoi je n'utilise pas la notion de printemps? Parce que si c'est vrai, comme je le disais, que les peuples ont produit une espèce de traînée de poudre, vous apercevez ensuite à l'analyse, vous faites un pas en arrière et vous regardez le Moyen-Orient, et vous regardez l'Afrique du Nord, et vous apercevez que, et du point de vue des gouvernements, et du point de vue des gouvernements étrangers, j'entends par là non pas simplement les États-Unis et les pays européens, mais également la Chine, mais également l'Inde, mais également la Russie, mais également le Brésil, également la Turquie, également l'Afrique du Sud, qui sont les nouveaux acteurs régionaux. Quand j'entends par nouveau acteur régional, je n'entends pas simplement un acteur politique, ce sont des agents économiques qui, par leurs institutions et leurs entreprises, deviennent et prennent un rôle tout à fait particulier dans la région. D'ailleurs, au Maroc, c'est une évidence aujourd'hui que vous avez de nouveaux acteurs. L'arrivée très très forte de la Chine est reconnue en termes de statistiques. La pénétration douce et lente de la Turquie au Maroc et en Afrique du Nord est aussi une évidence. Et puis les tentatives de repositionnement de pays comme l'Inde, plus au niveau du Mashrek qu'au niveau du Maghreb aujourd'hui, mais c'est une perspective pour l'avenir, c'est une donnée économique avérée aujourd'hui du point de vue de l'analyse des mouvements qui nous montre qu'en fait nous sommes en train d'aller vers l'Est, beaucoup plus que de rester dans cette relation islam et Occident par exemple, ou Afrique et Occident. C'est en train de changer ceci. Et Chandra Muzaffar, qui est un activiste malaisien, professeur d'université en Malaisie, dit qu'il faut qu'on cesse aujourd'hui de poser les termes de ce qui concerne par exemple le Maroc, qui concerne l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient en termes islam et Occident, Orient et Occident.
quelque chose est en train de se passer, il va falloir maintenant regarder l'Orient et l'extrême-Orient, l'Orient et les pays de l'Est. Quelque chose est en train de changer. Ça ne veut pas dire que c'est forcément bien, parce que le capitalisme asiatique n'est pas forcément meilleur que le capitalisme américain dans la façon de traiter les pays subalternes. Oui, le capitalisme est toujours dans la façon de traiter les pays subalternes un capitalisme de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on utilisera les autres pays comme des moyens plutôt que les hommes comme des finalités dans l'ordre capitaliste tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est pas forcément pour le meilleur, mais quelque chose est en train de changer, que quand on est au centre de cela, en Afrique du Nord, on est obligé de considérer non pas simplement de passer d'une suggestion à l'autre, d'une soumission à l'autre, mais d'essayer de devenir les acteurs de sa propre indépendance suppose que l'on sache qu'entre deux maîtres, quand deux maîtres se disputent un subalterne, ben le subalterne a le pouvoir de choisir entre les deux. Il peut jouer l'un contre l'autre, ce qu'aujourd'hui le monde du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord doit comprendre. La multipolarité du monde est peut-être le meilleur moyen d'être la première étape de la libération pour ces pays-là, c'est-à-dire de jouer sur la diversité des alliances plutôt que de passer, de subir la domination des États-Unis et de l'Europe et de passer à la domination chinoise, indienne ou asiatique. C'est autre chose qu'il faut faire, et ça c'est un des défis dont je parle. Et en disant maintenant, ça m'amène à la deuxième partie de mon propos. Et la deuxième partie de mon propos, elle est celle-ci. C'est au moment où nous parlons de ce réveil, et qu'on ne parle pas encore, à mon sens, de révolution, qu'on ne parle pas de printemps, essayez de regarder, en prenant un tout petit peu de recul, ce qui se passe en Afrique du Nord et ce qui se passe au Moyen-Orient, non pas comme simplement par la, si vous voulez, la fenêtre du mouvement populaire qui nous donne l'impression d'une traînée de poudre, mais de la façon dont les gouvernements traitent la chose. Et là, on n'a pas du tout l'idée d'un printemps arabe qui se soulève, mais d'un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Et aujourd'hui, le jeu d'échecs, c'est de savoir comment est-ce qu'on va jouer les alliances les unes contre les autres. Vous voyez qu'au même moment où tout ceci se passe, la multiplication de la pression sur l'Iran, au moment même où la Syrie est dans une situation instable. Ça, c'est pas dû au hasard du fait que le peuple syrien n'a pas réussi à se soulever et que l'Iran est en attente. Il y a à comprendre aujourd'hui qu'il y a, par les forces extérieures, un jeu d'échecs ici. C'est comment gérer aujourd'hui la relation sunnite-chiite dans la région. Mais la relation sunnite-chiite dans la région, pas simplement pour ce qu'elle est, parce qu'elle permet la division entre les musulmans. Pour la première fois de l'histoire, à ce degré de sensibilité, la fracture entre sunnites et chiites peut être aujourd'hui l'un des éléments qui va toucher la faiblesse du monde majoritairement musulman, c'est-à-dire jouer les divisions internes. Ce qu'a compris aujourd'hui de façon beaucoup plus puissante qu'avant, de façon beaucoup plus effective qu'avant, c'est qu'il ne faut pas confronter le monde musulman dans son entier, parce qu'alors vous avez tout le monde musulman qui se réveille. Il faut le diviser de son intérieur. Et par quelle voie? Pas simplement sur les divisions politiques, ce qui fut le cas dans les années 20, où on prenait un pays dans son nationalisme contre l'autre. Aujourd'hui, ça va être une fracture intra-musulmane. C'est-à-dire de toucher cette fracture-là. Et le problème et le malheur, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Aujourd'hui, même le conflit palestinien, qui avait pour fonction et comme objectif et qui avait comme conséquence d'unir toute la conscience musulmane et toute la conscience d'ailleurs de ceux qui étaient avec les opprimés contre l'opposant, a réussi aujourd'hui à vivre une division. Souvenez-vous, au moment où nous sommes en face de la résistance à l'oppression israélienne, quand il y a eu cette intervention sur Gaza, qui n'était pas une attaque, qui était un massacre, où on a tué 1400 civils, où ensuite, juste avant, 2 ans avant, l'intervention d'Israël au sud du Liban et la résistance de Hezbollah, vous avez eu des autorités sunnites et en particulier des pétromonarchies expliquant aux musulmans sunnites qu'on ne pouvait pas soutenir Hezbollah parce qu'ils étaient chiites. En l'occurrence, on est en train de jouer la division par rapport à celui qui pourtant est dans l'oppression du peuple palestinien. Et si vous réussissez
politiquement à diviser les musulmans entre sunnites et chiites dans leur résistance à l'oppression, alors vous êtes 2 fois vainqueurs. Car vous donnez à l'oppresseur le gain de l'unité et du soutien unilatéral, c'est ce que faisaient les Américains, et vous divisez la résistance. Professeur, excusez-moi, aujourd'hui, si nous revenions un petit peu dans notre région, Nord-Afrique, Maroc, Je vais y revenir. une petite question alors. Aujourd'hui, nous assimilons assez souvent que le développement, c'est un mot qui s'assimile souvent avec l'Occident. Vous parlez aujourd'hui il y a un pluralisme, plusieurs pôles qui émergent aujourd'hui, un peu à l'oriental. Est-ce que nous ne pourrons pas, en fin de compte, avoir un modèle musulman, un modèle de la région, qui puisse être le nôtre, pour atteindre cette démocratie et au fait développer nos sociétés? Je crois que oui. Alors si vous me permettez juste une chose, parce que je n'avais pas compris que c'était ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Laissez-moi peut-être juste terminer le développement. Je termine le développement de mon propos, puis ensuite on peut avoir, parce que sinon je ne vais pas réussir parce que dans mon propos, il y a une réponse d'une certaine façon à votre question. Donc moi, ce que j'étais simplement en train d'essayer de dire ici, dans cette réalité-là, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention au moment où on parle de ce qui se passe dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, de comprendre qu'aujourd'hui nous sommes en face d'un grand danger de division interne. Et que cette division interne, elle est basée sur cette division-là que nous voyons aujourd'hui, mais d'une autre. C'est-à-dire que observez ce qui s'est passé dans toutes les réalités de ce qu'on a appelé, de ce qui se passe au niveau des soulèvements. Eh bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a une donnée qui est constante partout, c'est l'enfermement nationaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Tunisiens se sont concentrés sur la libération de la Tunisie, les Égyptiens sur l'Égypte, et que chaque pays s'est concentré sur son pays. Ce qui est normal, la première attitude, c'est de se concentrer. Tout le problème, c'est que vous n'avez pas de libération régionale si vous n'avez que des mobilisations nationalistes qui s'arrêtent sur le pays. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que voulait la colonisation. La colonisation a voulu que la résistance soit nationale, nationaliste, parce que ça empêchait le monde arabe d'établir des liens horizontaux. Or, l'une des réponses à la libération régionale, c'est justement de développer des relations sud-sud, et non pas des dépendances sud-nord. Or, penser sa libération uniquement du point de vue national, c'est reproduire la potentielle soumission sud-nord. Alors que ce qu'il faudrait, c'est que le Maroc, avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec la Libye est un pays très riche du point de vue pétrolier. Et elle peut régionalement faire quelque chose de beaucoup plus important, si et seulement si c'est un pays qui rentre dans la relation sud-sud, et non pas simplement approvisionner la France et l'Allemagne et l'Italie, ce qui aujourd'hui, j'aimerais quand même vous dire qu'au moment où on entend que